Donc je me présente, je m'appelle Frédéric Ripoll. Pour parler de moi en deux mots, je suis un agitateur culturel. C'est-à-dire que je suis dans l'action culturelle, dans un domaine très particulier qui est la photographie, depuis exactement 1979. Donc par tranche de 10 ans, je suis passé par tout un tas d'activités autour de la photographie qui a consisté dans les années 80-90 à la fondation d'une entité culturelle consacrée à la photographie. Ça, c'était à l'arrivée de Dominique Baudis à la mairie de Toulouse. Tout ça se passait à Toulouse. Dans la deuxième tranche de 10 ans, j'ai été, je vous expliquerai ça, donc appelé par Jean Dieuze à collaborer à la galerie municipale du Château d'Eau à Toulouse. Et ensuite, dans une troisième tranche, mais il y en a 4 en tout, j'ai été appelé par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse à sa refondation, à la découverte, à la création d'une photothèque moderne et à la découverte d'un fonds photographique d'un des cofondateurs du muséum qui s'appelait Eugène Trutat, qui avait une passion photographique hors du commun et donc dont j'ai assumé la découverte et on va dire l'invention au sens technique du terme, c'est-à-dire voilà, mettre tout ça aux normes. Et la quatrième tranche, c'est celle qui me poursuit encore aujourd'hui, qui remonte à une dizaine d'années, qui est une réflexion théorique sur la photographie. Donc, alors, il y a encore à peine hier, je me disais, je vais pas renouveler un discours historique sur cette exposition, dont vous avez des exemplaires à l'extérieur. Je vais, par contre, une idée m'est venue à l'esprit qui est de trouver un fil conducteur à toute cette aventure, puisque vous savez que le deuxième titre des grandes amitiés de Raïssa Maritain, de Jacques et Raïssa Maritain, qui est le livre que vous voyez là sur la table de Maritain à Toulouse, qui est resté en l'état à sa mort et que Jean Dieuze a photographié. Le deuxième titre du livre s'appelait Les Aventures de la Grâce. Et donc dans cette aventure vraiment qui m'a pris corps et âme depuis maintenant une trentaine d'années, j'ai trouvé un fil conducteur, c'est le regard. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon intervention « Une histoire de regard ». Parce que dès l'origine, même à ma conversion, il y a eu l'intervention d'un regard, mais j'oublie un élément, c'est quand même tout ce qui va dominer dans ce discours et dans ce qui a présidé à la réalisation de cette exposition, c'est ce que résume Saint Jean-Paul II dans ce qui fait la quatrième de couverture du premier catalogue qui a été édité par les éditions du Carmel, qui a accompagné l'exposition. C'est qu'il s'agit de mettre, comme dit Saint Jean-Paul II, de tout revivifier et renouveler dans le Christ en mettant en contact la foi avec la culture et la culture avec la foi. Alors, il y aurait long à dire sur cette question, mais ça a été ma préoccupation depuis ma conversion. C'est-à-dire que c'est un double regard. C'est le regard de la culture qui se tourne vers la foi et c'est le regard de la foi qui se tourne vers la culture. Vous voyez ? Il faut quand même que je vous explique d'où tout ça vient. Ça vient d'une rencontre. Et finalement, je crois, d'un regard. Vous voyez ce regard presque invisible de Jacques Maritain sur ce volume 5 des œuvres complètes. Il s'avère que c'est une très vieille histoire. En mars 77, j'ai eu un très grave accident de moto dont je paye encore les conséquences. Et j'étais pratiquement immobilisé pendant un an. Il s'avère que dans la bibliothèque de mon père, je vois ce volume, des volumes 5, des œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain. Le mystère de cette histoire, c'est que mon père, paix à son âme, m'a dit ne pas savoir d'où il venait. Il dit, c'est peut-être mon père aussi qui me l'a transmis, je l'ai jamais ouvert. Et donc, pendant ma convalescence, j'ouvre cet ouvrage et tout à coup me sautent aux yeux deux titres
qui me bouleverse, alors que je n'avais pas de formation philosophique, je ne savais même pas où j'irais après cet accident qui a dû modifier ma carrière. À l'origine, j'avais fait une carrière de gestion d'hôtellerie, donc j'étais pas du tout destiné à mettre les pieds ou le pied qui me restait dans la culture. Donc ces deux titres qui sont dans le volume 5, Le songe de Descartes et Frontières de la poésie, on va dire que ça inscrit autant dans mon cœur que dans mon intelligence deux principes fondamentaux qui me poursuivent encore et qui m'ont servi tout au long de ma carrière professionnelle. Le songe de Descartes, dans lequel on trouve tout ce qui peut renverser le dualisme cartésien, qui me paraît fondamental surtout aujourd'hui, et puis Frontières de la poésie, qui m'a bouleversé parce que par la suite, j'ai compris que par exemple l'acte de création photographique dépassait les frontières de l'art et se trouvait même dans ce que Maritain appelle la poésie qui transcende l'art, dans l'intuition créatrice, et qui est une intuition poétique de la réalité. Voilà. Alors, figurez-vous que je me sens en famille avec vous, mes chères sœurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que voici Don Delade, qui est un des grands pères spirituels et amis de Maritain. Et Don Delade, dans la règle de Saint-Benoît, nous dit que notre éducation surnaturelle est le fruit d'un double regard. C'est le regard de Dieu sur nous et notre regard vers Dieu. Et quand le regard de Dieu et le nôtre se rencontrent, que cela se prolonge et devient habituel, notre âme possède la crainte de Dieu, qui n'est pas une crainte servile, qui est une simple crainte filiale, on dira. Et donc justement, nous étions donc en 77, j'entre par hasard en photographie comme on entre en religion, mes chères sœurs, et ça devient vraiment une passion qui me prend corps et âme tout entier. Et j'entame cette carrière donc d'action culturelle autour de la photographie. Et autour des années 86-87, je croise un regard qui me foudroie. Ce regard, c'est celui d'Andrei Tarkovsky. Il s'avère que j'étais dans une salle d'attente de dentiste, justement sur le quai de la Dorade, là où se déroulait toute mon activité à Toulouse. Et puis le regard de Tarkovsky me foudroie. Je suis foudroyé littéralement, non seulement par son regard, mais aussi par ce qu'il écrit. C'est-à-dire que me dit Tarkovsky, et le bon Dieu à travers lui, bien évidemment, il me dit « À quoi tu joues, Frédéric? Qu'est-ce que tu fais ?» Ça faisait 10 ans que j'étais très actif, j'allais aux rencontres d'Arles, j'ouvrais une galerie d'exposition, je montrais des artistes, on débattait autour de la photographie. C'est une grande période de débat et de culture photographique qui malheureusement a beaucoup périclité et quasiment abandonné aujourd'hui. C'était l'époque où Roland Barthes écrivait La Chambre claire et puis on débattait des heures et des heures autour de ça. Et donc Tarkovsky me regarde et me dit « À quoi tu joues ?» Et c'est le début de ma conversion. Après cette lecture de Tarkovsky, mais aussi par la grâce de Dieu, je suis véritablement converti, alors que j'étais dans une indifférence religieuse absolument accablante, qui probablement avait une incidence lourde et grave sur mon activité professionnelle. Et donc, c'est pour ça que je me sens un peu en famille avec vous. Je rentre dans un monastère bénédictin pour me retourner comme un gant et nettoyer quelques dizaines d'années d'indifférence religieuse. Il s'avère que tout ça se passe en 88 et j'ai vécu de l'intérieur d'un monastère, figurez-vous mes chères sœurs, la crise lefévriste et même le déchirement lefévriste. C'est-à-dire que j'ai vu des moines qui se sauvaient la nuit sous pression familiale pour rejoindre la fraternité Saint-Pédis. Et le Seigneur ne voulait pas que je reste là, donc il a fallu ressortir un petit peu à mon corps défendant. Et pendant ce temps, Jean Dieuzel, qui évidemment connaissait mon activité, avec qui je collaborais souvent, était bouleversé par ma conversion. Alors c'est là
qu'il m'appelle à la galerie du Château d'Eau. Il me dit: Frédéric, venez avec moi, on va faire quelque chose ensemble, etc. Et puis, les années passent, j'ai une responsabilité sur les collections photographiques qui sont prestigieuses, qui sont pratiquement les deuxièmes collections plus importantes en France d'auteurs photographes. Donc j'ai établi un circuit d'exposition itinérante qui va bien me servir d'ailleurs pour la suite des événements. Et donc à l'approche de l'année 93, Jean Dieuzel me dit, donc ça se passe en 92, il me dit: Frédéric, on va célébrer le 20e anniversaire de la mort de Maritain à Toulouse, il faut faire quelque chose. Et alors cette année 92, figurez-vous, est vraiment pour moi une année charnière parce que, ah oui, j'oubliais de dire, Jean Dieuzel, avec l'exposition des Grandes Amitiés, n'était pas à son premier coup de provocation catholique dans un champ laïque, absolument rigoureusement laïque, je dirais, hein, avec toutes les sous-entendus qu'on peut mettre derrière. Puisque pour le 150e anniversaire de l'invention de la photographie, il fait ce coup d'éclat de montrer au Château d'Eau une exposition un petit peu alambiquée, un petit peu difficile, autour du thème: toi, photographie, qui es-tu, avec le visage du Saint-Suaire en tête d'affiche. On voyait, figurez-vous, chers amis, à Toulouse, vous savez, les Sucettes de Caux, ces panneaux lumineux là, la nuit, on voyait puisque le Château d'Eau avec sa campagne d'affiches en grand format, le visage du Suaire illuminé, rétroéclairé dans les rues de Toulouse. Et donc c'était un choc visuel pour les passants, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui par la suite m'ont dit on voyait le visage du Christ dans les Sucettes de Caux, illuminé à la nuit. Vous imaginez l'effet que ça pouvait faire. Et puis donc il me dit: voilà, on va faire quelque chose autour des Grandes Amitiés. Et la même année, figurez-vous, on fait un couple de Chinois débarque à Toulouse, qui tombe amoureux du Château d'Eau. C'est le plus grand photographe chinois, il s'appelle Juan Yizhong, on l'appelle le Cartier-Bresson chinois, qui vient au Château d'Eau et qui nous invite avec Jean Dieuzel à faire monter une exposition en République de Chine, de Taïwan, monumentale. On fait ce voyage avec Jean Dieuzel, et donc la même année où a été créée donc l'exposition des Grandes Amitiés, ce photographe chinois, avec qui on échange profondément, me dit mais c'est intéressant ce que tu fais, cette recherche sur voilà, qu'est-ce que la photographie, etc., à partir d'une pensée qu'il n'avait jamais connue, qui est celle de Maritain et qui est basée sur le thomisme. Et il me dit: bon, écris-moi des articles là-dessus. Et c'est comme ça que l'année de l'exposition des Grandes Amitiés, la même année, a commencé donc une série d'articles en chinois à partir de la pensée de Maritain. Donc l'exposition est créée à Toulouse en avril ou avril-mai 93, et c'est une exposition qui contenait les manuscrits originaux qui sont présents dans l'exposition, c'est-à-dire toutes ces grandes figures catholiques ou pas catholiques d'ailleurs, qui entouraient Maritain, qui sont des Chagall, des Rouault, des Péguy, etc. Et à partir de là, je crois que j'ai vécu une série d'étonnements, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, de manière aussi surprenante, une espèce de réaction, de séisme pratiquement planétaire autour de cette manifestation. Premier exemple, cette photographie-là, malheureusement j'ai peu de photographies sur l'exposition. Elle a été faite par James et Tira Haraj, qui sont un couple. Claire, ça te dit quelque chose ? Un couple un couple américano-libanais qui vivent aux États-Unis, qui sont éditeurs, qui sont écrivains, qui sont philosophes,
et qui ont fait des centaines de kilomètres apprenant l'existence de cette exposition pour venir à Toulouse voir l'exposition. On était restés en contact par la suite, et là je commençais à prendre conscience du rayonnement mondial des Maritains. Alors évidemment, là il y a quelque chose d'intéressant à dire, c'est que les manuscrits et la photographie ont quasiment une même valeur ontologique. Alors là, tout de suite, il y a les gros mots qui sont prononcés, mais il est vrai que ça participe de ma réflexion. Qu'est-ce que la photographie, étymologiquement parlant? C'est photographein, écriture par la lumière. Donc, un manuscrit à côté d'une photographie, ça a presque la même valeur ontologique. Ontologique, c'est-à-dire par sa racine, on va dire. Puisque la photographie est l'expression de la lumière par la lumière, dans une matière sensible, hein, on est d'accord. Et une écriture, c'est la main de l'auteur qui met sa marque, donc qui imprime sa marque dans un papier. Et c'est pour ça que je crois que cette expérience, dans cette exposition, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses fondamentales, finalement. Alors, imaginez un manuscrit de Cocteau avec ce dessin que vous découvrirez d'ailleurs dans le PowerPoint que j'ai donné à la communauté, que vous pourrez passer ensuite en communauté. Autre étonnement, mais par la négative, c'est tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait un malentendu peut-être en France autour de Maritain. Je téléphone avec l'attaché de presse du Château d'Eau à un spécialiste de Radio France, spécialisé dans l'Église, dans l'histoire de l'Église et voilà, dans le monde religieux. J'ai oublié son nom d'ailleurs, qui n'a pas d'importance. Et ce journaliste me dit, donc je lui dis, voilà, ce qui se passe au Château d'Eau, c'est important, c'est Jacques Maritain, c'est quand même pas rien. Et ce journaliste me répond, c'est un auteur mineur. Alors là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche quand même. Et j'aurai par la suite beaucoup d'étonnement de cette ampleur et de malentendus autour de Maritain. Mais un autre étonnement quand même, c'est ce qui a suivi l'exposition au Château d'Eau, c'est-à-dire sa circulation. Tout de suite, il y a tout un tas d'associations et d'instituts dans le monde qui se sont portés acquéreurs pour l'expo. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, c'était à Rome et ensuite à Fribourg. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est une association hongroise qui a loué l'exposition et l'a fait circuler dans 6 villes universitaires de Hongrie. 6 villes universitaires de Hongrie. Pas des instituts catholiques, des universités. Imaginez l'université du Mirail exposant un grand philosophe thomiste. Je crois que c'est pas demain la veille, mais on peut toujours espérer. Donc elle en était à la fin ensuite en 95 accueillie à Paris, et c'est à l'occasion de l'exposition à Paris qu'a été éditée par les éditions du Carmel, donc la première édition du catalogue de l'exposition, qui s'est tout de suite vendue et qu'on trouve maintenant sur Internet, mais à un prix exorbitant. Et puis, autre étonnement, quelques années plus tard, je vous dis, j'étais d'étonnement en étonnement autour du rayonnement mondial de Maritain. C'est un mail que j'ai reçu d'une nommée Roya Fayaz, une Iranienne, un jour qui m'écrit dans un français un peu imparfait: je m'appelle Roya Fayaz, je suis iranienne, je vous écris pour publier les pensées de Jacques Maritain en Iran. J'ai traduit un livre de Maritain, On the Philosophy of History, avec mon mari, IE. Nous avons fait des recherches sur sa vie, ses pensées. Mon mari a écrit une biographie épisodique sur la vie de Jacques Maritain et Raïssa. Voilà. Donc ça, si vous voulez, les grandes amitiés, c'est une affaire, je crois, qui dépasse le simple rat des pâquerettes, qui nous monte très haut dans la vie de l'esprit et dans la vie même de l'Église. Et j'ai comme ça eu beaucoup d'exemples qui m'ont ouvert les yeux sur la réalité, surtout sur l'ampleur de cette œuvre et de ces personnalités qui sont Jacques, Raïssa, et n'oublions jamais Vera, la sœur de Raïssa. Alors l'exposition donc 30 ans ont passé, là je vais très vite dans l'histoire,
30 ans passent, je suis resté très lié d'amitié avec le frère Jean-Gabriel, l'actuel prieur du couvent des Carmes de Toulouse, Jean-Gabriel Rueg, et il me dit: Frédéric, on arrive au 50e anniversaire de Maritain, il faut faire quelque chose. Donc, tout de suite, j'ai une lumière, c'est de me dire: il faut alléger cette exposition, en faire une nouvelle version, c'est celle que vous connaissez, que vous avez vue. Et le premier endroit où l'exposition est montrée, c'est à Meudon, lors d'un colloque autour du Meudon, accueilli par la mairie de Meudon, où se sont développées la plupart de ces grandes amitiés dans leur villa de Meudon, dans la banlieue de Paris. Et là, encore un étonnement, mais plutôt négatif, c'est que il y avait des grandes personnalités, l'évêque, etc. Et puis les amis qui nous hébergeaient, qui habitaient à Meudon, me disent: à la paroisse de Meudon, le curé à qui on a demandé de parler de cette manifestation nous a dit: ah, mais Maritain, c'est trop pointu. Et donc là, c'est le deuxième déclic, je me dis: bon, Maritain est un auteur mineur. 30 ans après, on me dit: Maritain est un auteur trop pointu. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, je laisse ça en suspens, mais je vais d'étonnement en étonnement, parce que de retour à Toulouse, d'abord le premier candidat du diocèse à se porter acquéreur de l'exposition, là j'ai anticipé, mais c'est le père Bogdan, curé de Saint-Cernin, qui est ticrénien. Et donc qui m'appelle de Londres, où il a des attaches, me dit: je vous reçois dès mon retour, et on monte l'exposition à Saint-Cernin. Et puis le deuxième prêtre qui se porte acquéreur, c'est un prêtre roumain, c'est le père Cristian Tiselița, curé de Saint-Exupère. Et aucun autre prêtre de Toulouse. Alors tout ça a l'air un peu polémique, mais ça titille vous voyez cet étonnement un petit peu négatif sur qu'est-ce qui se passe entre Maritain et la France, quoi, et l'Église de France peut-être. Et ça, bon, c'est une autre histoire. Et donc, surtout, là où Claire m'étonne par son énergie et sa bonne volonté, et surtout les ressources qu'elle peut développer, c'est que un colloque qui se déroule en Transylvanie, dans une paroisse gréco-catholique, c'est ça, Claire, accueille cette exposition avec et c'est deux que j'ai reçu il y a quelques jours encore chez moi, deux étudiantes en philosophie de la fac du Mirail de Toulouse, qui se prennent de passion pour Maritain et pour cette œuvre philosophique, et qui font le voyage dans le nord de la Roumanie, qui font 5000 km en voiture pour présenter cette exposition. Et vous voyez, donc ça fait partie des aventures de la grâce, où d'étonnement en étonnement, je découvre que Maritain n'est pas non seulement consensuel, mais n'est pas dans les rails, quoi, si je puis dire, dans les rails traditionnels, voilà, de l'Église, de son personnel, etc. Il est bien au-dessus, et je crois que là, ça interroge beaucoup. Et alors, autre chose, c'est que là, c'est l'exposition à Saint-Cernin, ça c'est encore un déclic, un étonnement, vous voyez ces trois personnages, il y a un monsieur à droite, que j'ai flouté, parce qu'il faut toujours se méfier des problèmes de droit à l'image, et parce que je suis très curieux, c'est une exposition difficile quand même. C'est un assemblage de photographies, de reproductions de manuscrits, il y a beaucoup de textes. Et donc même je me suis fait un petit peu remonter les bretelles par une amie qui est conservatrice à Toulouse et spécialiste de muséographie, et qui m'a dit: mais on ne peut pas faire une exposition comme ça aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire, ils sont sur leur smartphone, ils passent des images comme ça, donc je me dis bon, peut-être, mais et là j'ai eu un peu j'ai interrogé systématiquement à Saint-Cernin les gens, quand je voyais qu'ils s'attardaient un peu sur les panneaux, et j'interroge ce trio, ce monsieur d'un certain âge, visiblement un touriste de passage, c'était le mois de juillet, je crois, donc 2023, et je dis:
quelles sont vos impressions? Je suis l'auteur, etc. Et le monsieur a une réaction surprenante. Il me dit, voilà, je ne suis pas catho, je passe et puis je suis surpris et je n'imaginais pas, écoutez bien ce qu'il me dit, je n'imaginais pas qu'il puisse exister des intellectuels catholiques. Je n'imaginais pas qu'il puisse exister des intellectuels catholiques. Rendez-vous compte où nous sommes rendus au XXIe siècle, dans notre belle France, dans un paysage culturel qui est quand même, bon, on pourra en dire beaucoup de choses, et ce monsieur qui même fait un selfie, il est tellement content de découvrir qu'il existe des intellectuels catholiques, qu'il fait un selfie. Bon, alors j'ai horreur des selfies, mais je me prête au jeu. Et quelque temps après cette expérience, qui est restée ancrée dans ma mémoire, je fréquente beaucoup la communauté de l'Agneau à Toulouse, j'ai les petites sœurs de l'Agneau avec ma fille, et la mère s'était célébrée par Monseigneur de Kérimel, donc les petites sœurs me disent, qui sont très mariténiennes aussi, hein, qui est la fondatrice, petite sœur Marie, a une vénération pour Jacques Maritain. Et les petites sœurs me disent, donne le catalogue à Monseigneur, tu vois, c'est le moment ou jamais. Donc je vais le voir à la sortie de la messe, je lui donne la deuxième édition du catalogue et il consulte, impressionné, et puis il me dit, vous savez, plus que jamais, l'Église de France a besoin d'intellectuels catholiques. Donc tout ça s'ajoute, vous voyez, comme des petites pierres dans cet édifice de réflexion, finalement, où je me dis, bon, il y a du travail, et on ne va pas se laisser abattre. Et puis là, je vous cite une anecdote qui concerne ma fille. Ma fille a 16 ans, elle est au lycée Fermat à Toulouse. Claire connaît bien l'histoire, et elle est en première. C'était juste avant les vacances de Toussaint, et leur professeur de français leur dit, vous allez pour la rentrée faire un travail oral de présentation d'une œuvre que vous allez commenter et dont vous allez extraire un texte. Et donc Maria, ma fille, s'appelle Maria, me dit, je vais travailler les grandes amitiés de Raïssa Maritain. Je lui dis, tu es sûre, Maria? Tu es dans un lycée laïque, laïque de chez laïque, hein, ça veut dire on n'est pas tendre avec la religiosité. Et il me dit, t'inquiète pas, papa, voilà, jusqu'à la veille. La veille, d'ailleurs, on était en train de monter l'exposition à l'aumônerie étudiante de Rangueil, à Toulouse. Le soir tard, elle travaille d'arrache-pied, puis elle fait son intervention et elle me raconte. Elle me raconte la chose suivante. C'était une séance de 2 heures. Quelques candidats pris au hasard font une présentation qui tourne mal, ils ont une banane. Et puis le temps passe et on arrive à la deuxième heure, 1 ou 2 candidats, et puis à un moment donné il y a un silence et la professeure cherche comme ça qui je vais appeler. Et regardez, et Maria, dans son cœur, prie Raïssa. Elle dit, Raïssa, si ça doit être moi, je suis prête. Elle me dit ça comme ça, ma fille. Et là, la professeure dit, bon, Maria Ripoll. Donc, Maria se présente. Et elle leur sort, sans sourciller, 20 minutes alors que ça se limitait normalement à 10 minutes, 20 minutes d'intervention. Et puis surtout, cette portion de texte de Raïssa sur Paris, qui est dans les grandes amitiés, qui commence comme ça, je ne puis écrire ton nom, ô ville bien-aimée, sans une nostalgie profonde, sans une immense douleur, toi que je ne reverrai peut-être jamais plus, toi que j'ai quitté peut-être pour toujours. Claire, si je me souviens bien, les grandes amitiés ont été écrites aux États-Unis, c'est ça, dans un passage quand même dit ville des poètes et des peintres glorieux, ville de Victor Hugo et de Baudelaire, ville de la Concorde et des Champs-Élysées, ville où saint Thomas a enseigné, ville où saint Louis a régné, ô ville de Notre-Dame. Donc, voilà. Et elle finit son petit speech, grand silence. Normalement, la professeure de français pose des questions aux élèves pour voir s'ils ont bien cerné. Et la réaction de la professeure est la suivante. Bon, pas de questions, Maria, 20 sur 20. Et oui, au lycée Fermat à Toulouse.
Alors, les élèves sont scotchés, ils sortent de la classe, et une copine de Maria dit bah, toi t'es gonflé, t'as fait 20 minutes de propagande catholique dans un lycée public, et en plus tu prends 20 sur 20. Et là, donc le soir, Maria me raconte ça, je lui dis tu sais, c'est pas très étonnant, à un jet de pierre du lycée Fermat, il y a le chef. C'est quoi le chef? C'est le crâne de saint Thomas d'Aquin, quand même. Donc je lui dis ben, ce jour-là, le chef a montré qu'il était patron. Voilà, oui, c'est mon lit avec mon rapport presque tactile avec la photographie. J'ai un mur d'image, pas un mur d'image, parce qu'une photographie n'est pas une image, mais là ça nous embarquerait trop loin. Donc ce sont des photographies, il y a beaucoup de monde, vous voyez d'ailleurs le portrait de Tarkovsky, et je les touche ces images. Vous voyez, je les touche comme les orthodoxes caressent les icônes. En fait, dans le monde photographique, il y a deux sortes de photographies. Il y a les idoles, hein, celles qui nous entraînent en enfer, et que d'ailleurs ça a été évoqué dans les lectures d'aujourd'hui, hein, c'est le culte des richesses, le culte des mauvais désirs, etc. Et puis il y a les icônes. Et les icônes, finalement, elles nous parlent. Et là, c'est là qu'on parle de regard. Si vous voulez, j'ai un échange avec tous ces regards. Puisque il y a du monde, hein, Chesterton, il y a Simone Weil, il y a il y a Bernanos, bien entendu, il y a Léon Bloy, le vieux Léon, et puis il y a Jean Dieuzel et beaucoup d'autres. Et puis celui que vous voyez à droite, ça c'est le fameux Eugène Trutat dont je vous parlais au début, dont j'ai découvert l'œuvre. Et donc j'entre en dialogue avec eux, pratiquement régulièrement, dès que j'ai un petit problème, dès que j'ai une petite faiblesse. Je m'appuie sur il y a ma maman aussi, il y a beaucoup de monde. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, Frédéric, tu délires, tu frôles le spiritisme. Vous savez qu'au début de l'invention de la photographie, tout de suite, on a parlé de spiritisme. Il y a eu même c'était une manie même dans la bourgeoisie française et anglaise d'utiliser la photographie pour dire on dialogue avec les morts. Et je me suis tourné vers un grand spécialiste de cette question qui s'appelle le cardinal L'Épicier, qui, comme son nom l'indique pas, était évêque d'Écosse, je ne sais plus où en Écosse. Et puis surtout ce texte-là à gauche, vous voyez, qui est un texte de Maritain que j'ai rajouté par la suite, qui m'a rassuré, disons, dans ma démarche pas spirite, mais spirituelle, on va dire. Et ce texte est de Jacques Maritain à propos des morts. C'est dans Approche sans entrave. Il dit, ici je voudrais commencer par une petite parenthèse concernant le langage. Une chose qui me scandalise, c'est la façon dont les chrétiens parlent de leurs défunts. Ils les appellent des morts, ils n'ont pas été capables de renouveler le misérable vocabulaire humain sur un point qui touche cependant aux données essentielles de leur foi. Des morts, on va assister à une messe des morts, on va au cimetière porter des fleurs aux morts, on prie pour les morts, comme s'ils n'étaient pas des milliers de fois plus vivants que nous. Comme si la vérité fondamentale énoncée dans la préface de la messe des défunts, vita mutatur non tolitur, la vie est changée, elle n'est pas ôtée, était elle-même une vérité morte, incapable de féconder et de transformer la commune routine de notre manière de concevoir et de parler. Et il ajoute Villiers de l'Isle-Adam disait que la mort était une invention des entrepreneurs de pompes funèbres. Voilà. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, que nous dit quelle est l'action fondamentale de cette exposition? C'est en plus des textes et de la richesse des témoignages qui sont là, ce sont des regards. Ce sont des regards, c'est pour ça que j'ai intitulé ça une histoire de regard. C'est que lorsque Jean Dieuzel m'a confié cette exposition, je suis monté à Colpsheim, j'ai épluché les monstrueuses archives du Cercle d'études Maritain, avec toutes ces photographies, ces manuscrits. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'associer deux familles qui portent un regard sur nous. Parce qu'en fait, nous les regardons, mais ils nous regardent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas du spiritisme, c'est vraiment quelque chose de profondément spirituel. Ils nous regardent et c'est bien de commencer par deux familles, celle de Rouault et celle de Blois, qui nous dit quoi? Qui nous dit que
d'élever une famille n'est pas un handicap, contrairement à ce que pensent des modernes aujourd'hui, pour faire une grande œuvre, pour être créateur, pour être peintre, pour être écrivain. Et d'autres regards, c'est celui que j'ai associé, de Bernanos et de Mauriac. Mauriac a l'air de nous regarder et de dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Il a l'air un peu désolé. Et Bernanos, un peu comme Tarkovsky, il nous foudroie du regard. Et puis les regards de Francis Jam et de Ramu. Alors je ne sais pas si on dit Ramu ou Ramuse. Alors bon, si on est franco-suisse, on ne sait pas. Donc des regards de poète, et je crois que ce qui me désole profondément, c'est la perte, à cause des moyens technologiques, la perte du sens poétique des choses elles-mêmes, de la nature, voilà. Ah, ces beaux regards de Cocteau, et puis de celui de Charles Henrion, du frère de Foucault, avec ce beau texte que vous verrez dans l'exposition, le témoignage de Cocteau qui, toujours à Meudon, ses grandes amitiés, il y avait jusqu'à une centaine de personnes à Meudon, rendez-vous compte, des plus grandes personnalités du monde de la culture, des arts, des sciences, de tout, des religieux, et lorsque Henrion apparaît, Cocteau dit « un cœur entra », c'est magnifique. Donc voilà, et Henrion a un regard intérieur. Il ne regarde pas en fait, tout est intérieur. C'est pareil, hein, c'est Stanislas Fumé et Péguy. C'était enflammé, hein, Péguy. Les débats avec Péguy, il y avait des éclats de voix terribles. Claire pourrait témoigner de tout ça. Et alors je cite Stanislas Fumé sur la chaîne YouTube Frédéric Ripoll. Vous irez voir, il y a un must, c'est l'émission de Stanislas Fumé à la mort de Maritain en 1973, qui s'intitule, pour France Culture à l'époque, « Un philosophe agent secret du roi des rois ». Donc France Culture a restitué cette émission que j'ai téléchargée et mise en ligne, qui s'intitule « Jacques Maritain, un philosophe passionné d'absolu ». C'est une émission qui dure plus d'1 heure, et qui est absolument magnifique. Le témoignage de Stanislas Fumé sur Maritain est magistral. Et puis voilà, c'est ces regards aussi de Pierre van der Meer, un converti aussi. Ça n'arrêtait pas de se convertir à l'appel à l'époque. Hein. Où on a ici, dans Baillet à droite, il était abbé, je ne me souviens plus. C'était un grand ami de Péguy aussi. Où on a Van der Meer et puis le couple Marcy dont je reparlerai à la fin, qui étaient aussi des amis et des convertis. Et puis ces guides et pères spirituels, mais j'ai jamais vu une personnalité littéraire aussi prolixe. Le père Lavoine dominicain à gauche, le père Lamy au centre, le père Lamy qui parlait à la Sainte Vierge et aux anges, un homme incroyable. Et puis, bien évidemment, le cardinal Journet. Hein. Les 2 colonnes de l'Église après le Vatican, au moment du Concile Vatican II, la colonne théologique avec le cardinal Journet et la colonne philosophique qui était Maritain. Hein. Voilà, alors là, je vous montre la couverture d'un DVD qui a été édité, je ne sais plus à quelle époque d'ailleurs, par un réalisateur qui s'appelle Jean-Yves Fischbach. Qui est magnifique, qui est aussi sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, et qui s'intitule « Jacques Maritain, le philosophe amoureux ». Il y a tout un tas d'approches de Maritain qui sont un petit peu, me semble-t-il, un petit peu détournées, qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est qu'un philosophe amoureux. Je crois que Claire serait assez d'accord avec ça. C'est que Maritain avait un cœur, je crois, qui dépasse les capacités d'un intellectuel moyen. Je dis ça avec beaucoup de... J'essaie avec le plus de tact possible, mais je crois que le regard que Maritain a bienveillamment porté sur ma pauvre misère du fond de ma culture à l'époque, c'était vraiment un regard d'amour, un regard de bienveillance dont je ressens au quotidien les effets. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et là, j'en veux pour preuve, je parlais des Marcy tout à l'heure, ce couple, on les voit en photo ici, qui témoigne, qui dit au début de cette année 61, vous imaginez, Jacques recevait une lettre lui demandant simplement s'il savait ce qu'étaient devenues les filles de Léon Bloy. Alors Jacques répond aimablement, humblement, après 2-3 échanges, et où il pointe des affinités, Jacques voulut rencontrer Denise Bosc et Robert Marcy, qui n'étaient pas mariés, évidemment. Denise était catholique, pratiquante, et puis bon, le mari était ailleurs. Et Jacques avait connu beaucoup d'artistes, mais assez peu de comédiens. Et ceux-ci étaient des gens de théâtre. Et vous voyez, il les aima. Voilà. Ça, c'est Maritain, qui n'hésite pas à aimer et qui aime finalement une catégorie de gens. Et c'est peut-être, je vais vous dire, je crois que c'est ce qui embête les Français. Un certain esprit français, je vais dire, un esprit où il faut étiqueter, il faut mettre des étiquettes partout. Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes de gauche? Est-ce que vous êtes tradie? Est-ce que vous êtes progrès? Ce qui m'énerve profondément, parce que le véritable esprit catholique, c'est au-dessus de tout ça. Il aimait Cocteau, il aimait Green, il aimait le couple Marcy. Et tout ça se convertissait à l'appel, et tout ça fonctionnait, ça avait une efficacité évangélique extraordinaire. Et vous voyez, alors là, c'est encore une anecdote, mais bon, vous voyez ce qu'on a vu au début, ce petit manuscrit, ce petit autographe en tête de chaque manuscrit de Maritain. La plupart des grands manuscrits, Ave Maria, que Jésus et Marie soient aimés de tous les cœurs. Pax, ces manuscrits que Raissa révisait, donc il y avait un travail laborieux d'écriture. On est compte, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Ça devait, la correspondance, combien, Claire, 50, 60 000 manuscrits de correspondance. Voilà. Donc un travail laborieux, dur, et en début des manuscrits, Ave Maria, que Jésus et Marie soient aimés de tous les cœurs. Et alors, je vais conclure là-dessus, pas pour une certaine forme de pensée, je pèse mes mots, mélanger les sentiments avec la philosophie, c'est pas correct. C'est-à-dire que, et là on touche à un point essentiel de l'œuvre de Maritain, c'est la réflexion sur la connaissance par connaturalité, qu'on peut résumer par la connaissance par le cœur. C'est-à-dire que plus que l'intelligence, c'est le cœur qui connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Mes sœurs, je vois une sœur qui acquiesce. Donc c'est peut-être ça qui coince avec la réception de Maritain dans le monde catholique en France aujourd'hui. Alors est-ce que il y a débat, moi je sais pas, d'ailleurs c'est pas ça qui me passionne, mais quand même ça fait beaucoup de petites anecdotes qui font que c'est un dur combat. Imaginez, cette exposition va peut-être faire le tour des États-Unis à l'horizon 2027. Vous vous rendez compte? Elle a déjà fait le tour de l'Europe. Et l'Institut catholique de Toulouse fait toujours un peu grise mine, et encore sollicité dernièrement, me dit non, c'est pas trop notre truc, on a une salle d'exposition, elle est réservée pour l'art contemporain. Voilà. Alors, tout ça a l'air très polémique, mais c'est en même temps la réalité des choses. Donc il faut avoir ça en conscience. Et pour finir, voilà, je serai juste de cette dernière diapositive, presque de l'exposition, où je trouve qui est admirable parce que ça résume la personnalité et la profonde pensée spirituelle de Maritain. La première est en 1926, il a la quarantaine, premier texte, et il dit voilà, j'ai dû commencer par la controverse, elle m'ennuie de plus en plus. Je sais les erreurs qui ravagent le monde moderne, et qu'il n'a de grand que sa douleur. Mais je respecte cette douleur, je vois partout des vérités captives. Quel ordre de la merci se lèvera pour les racheter? Notre affaire est de chercher le positif en toutes choses, d'user du vrai, moins pour frapper que pour guérir. Et il y a si peu d'amour dans le monde. Les cœurs sont si froids, si gelés, même chez ceux qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Sans compter les esprits mous au cœur sec,
le monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur sec et de cœurs doux à l'esprit mou. Et en 72, il a 90 ans, c'est ça. J'aime beaucoup ce passage où il dit, ce passage d'une lettre manuscrite à l'université Paul Sabatier. On le voit en photo, il accueille les gens et puis il y a un petit panneau qui dit pas plus d'une demi-heure de conversation parce qu'il est fatigué, il reçoit beaucoup de monde, mais en fait souvent ça se terminait de plus d'une heure. Et il dit ceci, il dit: l'Orient vénère les vieillards comme détenant la sagesse, l'Occident les méprise comme des croulants, erreur des deux côtés. Les vieux bonshommes sont à plaindre parce qu'ils en ont trop vu et savent que tout homme est menteur, omnis homo mendax, mais ils ont souvent plus de liberté d'esprit que les jeunes et plus le goût pour la fantaisie. Saint Thomas dit que l'âge le plus excellent est celui de la jeunesse, une trentaine d'années, parce qu'alors la croissance est achevée et la décrépitude pas encore commencée. Il suit de là qu'une des premières obligations de la jeunesse est le respect d'elle-même et de sa dignité. Voilà, je vous remercie.